Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité alsacienne, avec la voix qui coince un petit peu, mais c'est pas grave, c'est l'hiver qui arrive, on va voyager dans l'Alsace du XVIe siècle, dans l'Alsace et le Strasbourg du XVIe siècle, avec l'auteur de cet ouvrage, La belle jeunesse du gymnase Jean Staume, un enseignement et un endroit emblématique de la capitale alsacienne. Ce sera tout à l'heure avec notre invité, on va parler sport, évidemment comme chaque lundi, on va parler basket avec l'incroyable série de Soufal-Weiersheim, avec la défaite de la SIG également, on parlera tennis avec Pierre Gerber, le Strasbourgeois, battu par les Croates en finale de la Coupe Davis, c'était ce week-end à Lille. Et puis la dernière de Sébastien Loeb au rallycross, c'était ce dimanche en Afrique du Sud. Tout ça et plein d'autres choses. On parlera gastronomie évidemment avec Nicolas Riffel dans les meilleures tables d'Alsace. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. Mais on commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et dans l'actualité. Ce soir, les finales nationales des Olympiades des métiers débutent mercredi à Caen. Nous avons suivi des jeunes Alsaciens très motivés pendant leurs derniers entraînements au lycée de Cernay. La future aréna de la SIG prend forme à Strasbourg. On fera le point sur les futurs équipements. Et puis une autoroute pour vélo, c'est pour bientôt. Les travaux ont démarré du côté de Bischheim et Schiltigheim. Objectif, réaliser 130 km de super pistes cyclables dans l'Eurométropole. Mais pour commencer, direction Sélestat, car c'est là que se met en place la future collectivité européenne d'Alsace. Il y a quelques instants tout juste, s'est achevée l'assemblée commune des conseillers départementaux barinois et orinois. Au programme, l'adoption d'une résolution et d'une feuille de route pour aboutir à cette nouvelle collectivité. Place maintenant au processus législatif. On écoute Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry. C'est vraiment une journée historique pour l'Alsace, puisque c'est la validation à l'unanimité par nos collègues des accords de Matignon que Frédéric Bierry et moi avons signés le 29 octobre dernier avec le Premier ministre. C'est la renaissance de l'Alsace institutionnelle qui se fera le 1er janvier 2021, mais que nous préparons à partir d'aujourd'hui avec tous nos collègues. La suite est de plusieurs ordres. Il y a la suite juridique, où donc nous prendrons les mêmes délibérations dans les deux collectivités départementales du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Donc ça, c'est un premier élément. Nous allons travailler avec le gouvernement sur le contenu du texte de loi, parce que ça va être aussi un élément fondateur fort. Et en parallèle, nous rebalayons les futures politiques publiques pour voir comment on peut préfigurer déjà leur mise en œuvre. Et puis, nous regardons comment nous pourrons encore mieux améliorer les politiques publiques actuelles que nous portons dans chaque collectivité départementale. Des propos recueillis par Adrien Laby. L'Orénus laissera place d'ici 2021 au Forum. Cette future aréna de la SIG a été présentée plus en détail cet après-midi par les dirigeants du club de basket strasbourgeois. On écoute Martial Bellon, le président de la SIG. Il est au micro de Cécile Motz. Ce projet s'appuie sur trois jambes, si je puis dire, trois natures d'activité. Le sport, bien évidemment, avec la SIG. Et deuxième pilier, les commerces, 6200 mètres carrés de commerce et de restaurants devant le futur Crédit Mutuel Forum. Et enfin, un lieu de rencontre économique en dehors des matchs, parce que nous allons doubler les surfaces d'hospitalité dans l'aréna. Une étape en appelle toujours d'autres. Nous sommes en train de boucler le plan de financement avec les banques, sachant qu'également les collectivités locales contribuent pour environ un tiers du montant du projet, c'est important. Une architecture sculpture avec... Il faut également signer le contrat définitif de conception-construction avec Vinci. Il faut signer le bail amphithéotique final avec la collectivité. Il faut informer l'Europe que ce projet se réalise parce que nous avons des subventions. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore sur le chantier, mais il est important que nous soyons en capacité de commencer les travaux à la fin du mois de juin, c'est-à-dire dans 7 mois, parce que l'opérateur aura besoin de 3 étés pleins, c'est-à-dire sans match,
pour mener les travaux, notamment les gros travaux, parce qu'on va soulever le toit notamment, et pour être en capacité de livrer l'Arena en septembre 2021. Dit autrement, si nous avons 2 ou 3 mois de retard à la fin du mois de juin, nous aurons 1 an de retard à l'arrivée, ça sera pour 2022. Vélostras, c'est le nom du réseau express pour 2 roues qui devrait à terme s'étendre sur 130 km dans l'Eurométropole de Strasbourg. Pour le moment, c'est du côté de Bischheim et de Schiltigheim que les travaux commencent. Plus d'explications avec Cécile Motz. D'autoroute de vélo dans l'Eurométropole prend aujourd'hui forme. Il s'appelle Vélostras et les travaux commencent le long de la Marne au Rhin. En tout, cela représentera 130 km de pistes cyclables qui permettront de traverser le territoire du nord au sud, d'est en ouest, tout en contournant le centre de Strasbourg. Le chantier est de taille. Le but majeur de Vélostras, c'est de relier l'ensemble des communes du territoire ensemble pour mettre le vélo comme un mode de transport à part entière en fait. Se rendre compte qu'en vélo, je peux aller aussi facilement à la Vigie qu'à la zone commerciale nord, mais pour ça il nous faut des aménagements qui permettent de se déplacer facilement, simplement. On a pour objectif de réaliser le réseau, de le finaliser pour 2028, laisser encore 2 ans après pour que les usagers prennent bien l'habitude et intègrent bien ce moyen de locomotion. Enfin, le vélo comme un vrai moyen de locomotion capable de les amener au travail, d'aller faire les courses et de l'utiliser autrement que pour le loisir seulement. Les travaux ont commencé le 6 novembre. Il s'agit dans un premier temps d'améliorer la piste existante autour de Schiltigheim et Bischheim, grâce notamment à de nouvelles infrastructures comme des pistes de 4 mètres de large ou encore des éclairages adaptés. L'objectif pour l'Eurométropole, pousser les habitants à développer des nouveaux comportements. C'est un des premiers critères aussi de Vélostras, c'est de favoriser la cohabitation entre les piétons et les cyclistes, qu'un aménagement Vélostras soit gagnant pour les piétons et pour les cyclistes. Et donc quand on est sur des itinéraires vraiment de transit où il va y avoir du trafic important, l'idée c'est de séparer aussi les piétons et les cyclistes et de donner un espace bien identifié à chacun. Et donc avec une nouvelle identité visuelle, avec des plans aussi très simples, avec du marquage au sol en couleur, avec des itinéraires qui auront des lettres comme l'ont les lignes de tramway, on assimile un peu ce réseau d'autoroutes à vélo à un réseau de transport en commun et l'idée c'est vraiment de changer aussi la perception que les habitants ont de leur territoire. Les travaux permettraient de réaliser 2 rocades de vélo ainsi que 10 itinéraires. De A à J, ils posséderont chacun une couleur, une origine et une destination bien définie. Une initiative saluée par les maires des communes de 2e couronne. Nous, on a déjà fait les efforts dans nos communes pour mettre des pistes cyclables, pour relier les centres de nos villages avec les quartiers périphériques. Maintenant, il nous faut une piste cyclable qui nous permet d'aller en sécurité sur Strasbourg. On voit les utilisateurs de vélo. Ils ont besoin de sécurisation et ils ont besoin de cette piste. Ils le disent, oui, ils nous le demandent. Donc cette volonté de la métropole est une excellente chose. La voiture reste encore un moyen de déplacement important pour nos communes de seconde couronne, mais c'est une alternative. Une alternative qui a pour objectif de dynamiser les déplacements à vélo. L'objectif, les doubler. Il rassemble les meilleurs des jeunes professionnels de France. C'est le concours des Olympiades des métiers et c'est notre série de la semaine car à partir de mercredi, nous allons vous faire vivre les 45e finales nationales de ce concours. Elles se tiendront à Caen. Parmi les candidats qui s'affronteront dans des épreuves comme l'art floral, la pâtisserie ou encore la carrosserie et la charpente se trouve une trentaine d'Alsaciens. Des épreuves qui nécessitent beaucoup d'entraînement. Camille Roland a suivi justement un des derniers préparatifs au lycée de Cernay avant le départ de 2 aspirants champions. Et au niveau des coupes, quand tu serrais, donc là c'était bon avec la technique. Ouais. Okay. Dans les locaux du lycée BTP de Cernay, les bruits de marteaux, de bétonnières et de tuyaux résonnent depuis des heures. Valentin et Brandon, 21 ans, s'entraînent une dernière fois pour les Olympiades des métiers. À quelques jours des épreuves, ce stage est l'occasion de faire le point sur les difficultés de leur sujet. Il y a le stress qui commence à monter un petit peu, forcément, puisqu'on y arrive, ça fait quand même quelques mois qu'on s'y prépare. Techniquement, le plus difficile, ce sera d'aligner tous mes coudes pour faire quelque chose de droit finalement. Et après, c'est quand même assez physique. 20 heures d'épreuves en voirie et eau potable les attendent. L'enjeu, reproduire trait pour trait une structure grâce à un schéma reçu en septembre dernier. Et parfois, la différence ne sera qu'une question de millimètres. Là, je suis en train d'implanter le
le pavage où il y aura écrit Caen. C'est vraiment la précision partout. Les quelques millimètres peuvent nous faire perdre notre place sur le podium. Donc on doit vraiment être impliqué dans ce qu'on fait et y arriver dès la première fois, on n'a pas le droit à l'erreur. Face à eux, 12 autres binômes et chacun sera noté sur son comportement, l'organisation, l'alignement ou encore l'étanchéité. Une compétition qui apporte beaucoup aux jeunes à la recherche d'excellence. Ça les fait vraiment grandir puisqu'ils apprennent la pression, gérer une pression, gérer le stress, ensuite avoir un temps imparti pour faire des ouvrages très spécifiques et compliqués. La jeunesse qu'on voit qui fait les concours des Olympiades, c'est la crème, je dirais, c'est les meilleurs de la jeunesse. Et on se rend compte que les jeunes savent travailler, savent faire des exploits, savent être hyper bons et exigeants. L'exigence fera sans doute la différence entre ces jeunes talents issus des 13 régions pendant cette compétition. Et demain, suite donc de notre série Olympiade des métiers avec Quentin, candidat dans la catégorie boucherie. Et puis direction Paris, maintenant à la rencontre du groupe Zweierpasch. Ce duo franco-allemand a la particularité de rapper dans les deux langues, français et allemand donc. Fondé à Fribourg, ce groupe célèbre dans ses chansons l'amitié franco-allemande et il vient d'être récompensé à Paris. Pour cela, Nora Borioa. On n'est pas dans une salle de concert, mais bien au ministère des Affaires étrangères. Sur scène, Till et Félix Neumann qui forment le duo Zweierpasch. Comme leur nom l'indique, ils rappent dans les langues de Goethe et de Molière. Les frères jumeaux sont venus à Paris pour recevoir le prix de Gaulle-Adenauer pour leur chanson qui tourne autour de l'amitié franco-allemande. On mène déjà pas mal de projets, mais une telle récompense, une telle distinction, ça n'arrive pas tous les jours, c'est extraordinaire. On a vu les listes des lauréats, c'est fantastique. Donc bien sûr, c'est une poussée de motivation, même une petite obligation de poursuivre ce qu'on fait, jeter des passerelles à travers les frontières. En plus de leurs concerts, Zweierpasch mène des projets de hip-hop interculturels dans des écoles et des centres culturels. Leur terrain de prédilection sont l'Alsace et le pays de Bade, mais ils sont aussi actifs au-delà. Pour eux, le meilleur vecteur pour parler de politique avec les jeunes, c'est la musique. Ils rappent dans une langue étrangère, c'est super compliqué, mais ils l'oublient parce qu'ils ont les beats, les rimes, la musique, etc. Et ça les pousse à aller très très loin. Et pour nous, on a vraiment l'idée que c'est un moyen magique et on l'applique le plus souvent possible et les réactions sont formidables. Le prix de Gaulle-Adenauer est doté de 10 000 €. Zweierpasch veut prendre son temps pour réfléchir à quel projet cet argent pourra servir. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour de Liviane. Strasbourg, 5e métropole de France pour son attractivité. Au classement général des 13 grandes métropoles, Lyon est en tête, suivi de Nantes et Toulouse. Strasbourg est à la 5e place, juste derrière Rennes, mais devant Bordeaux. Les points forts de la capitale alsacienne sont la qualité des infrastructures et le coût de la vie, où la ville est 3e. À noter également une honorable 6e place sur la question de la qualité de vie en général. Autre question posée, recommanderiez-vous votre ville à une personne cherchant à changer de région? Les Strasbourgeois sont enthousiastes avec 86% d'entre eux qui la recommanderaient. Comparativement, les Lyonnais répondent favorablement à 90,9% quand les Parisiens jugent sévèrement leur ville avec à peine plus de 3 habitants sur 5 prêts à se porter caution. Retour en direct, toujours en plateau. Merci beaucoup, Anna. Vous restez avec nous. Une fois n'est pas coutume, on va accueillir les invités de la deuxième partie de cette émission. Louis Nord, l'auteur de ce livre dont on va parler dans un instant. Venez vous installer. La place est prête, la place est chaude. Stéphane Eberlin, l'entraîneur du basket club de Souffelweilersheim. On parlera de sport, bien sûr, dans un instant. Installez-vous tranquillement. On se retrouve juste après la météo. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel.
Salut à tous, ravi de vous retrouver pour votre météo du mardi 27 novembre et malheureusement je ne viens pas qu'avec des bonnes nouvelles. Beaucoup de pluie est prévue sur tout le territoire. Regardez ce que nous réserve la carte mardi matin. Beaucoup de nuages, des passages nuageux sur l'ensemble du Bas-Rhin ainsi que sur le nord de la région du Bade-Wurtemberg. Et oui, vous l'avez vu, beaucoup de pluie également présente sur le Haut-Rhin, le sud de la région du Bade-Wurtemberg ainsi que le nord de la Suisse. Côté Mercure, maintenant, c'est légèrement en baisse par rapport à ce week-end et à ce début de semaine. 2 degrés prévus sur Saverne ou encore Wissembourg, 3 degrés pour l'Eurométropole Strasbourg ainsi que pour Colmar ou encore pour Mulhouse. Mardi après-midi, ça s'arrange, un temps légèrement plus sec sur l'ensemble de la région transfrontalière et des pluies par contre qui persistent sur le sud du Haut-Rhin. Les températures afficheront une moyenne de 6 degrés sur l'ensemble de l'Alsace, 6 degrés également pour le centre et le sud de la région du Bade-Wurtemberg, 7 degrés la maximale du territoire, ce sera pour Karlsruhe. Voici tout de suite vos prévisions maintenant, vos prévisions de mercredi et malheureusement toujours pas de soleil en vue, beaucoup de nuages sur le nord, des pluies qui persistent sur le Haut-Rhin, le sud de la région du Bade-Wurtemberg ainsi que sur le nord de la Suisse, une moyenne de 7 degrés pour le sud de l'Alsace, 9 degrés pour l'ensemble du Bas-Rhin ainsi que pour le nord de la région du Bade-Wurtemberg. Mardi 27 novembre, nous fêterons les Astrides. Le soleil se lèvera à 7h54 pour se recoucher à 16h38 et on perdra encore 2 minutes de soleil. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20 et je vous dis à très vite. Salut! C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid, eau minérale naturelle. Et on va parler de ce livre ce soir avec son auteur Louis Nord. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous balader dans l'Alsace et le Strasbourg du XVIe siècle, notamment l'époque où on fonde des universités, des établissements d'enseignement dans la région. Jean Sturm, un nom bien qui sonne bien à nos oreilles, en fonde l'un 480 ans plus tard. Il existe toujours au centre de Strasbourg, il porte son nom. Vous en êtes un ancien élève, vous avez écrit du coup La belle jeunesse du gymnase Jean Sturm. Qui a écrit ce livre en fait, le journaliste ou l'ancien élève? Le journaliste curieux. Et ancien élève. Pas tout à fait, pas tout à fait. Journaliste curieux parce que quand je suis arrivé à Strasbourg en 1990, j'ai eu à connaître le gymnase et pour moi qui arrivais de Toulon, un gymnase, on joue au basket, on joue au handball, mais on n'enseigne pas. Et puis on m'a fait comprendre assez rapidement que c'était un établissement un peu particulier, un très bon établissement. Et puis je me suis souvenu de mon italien, parce qu'en italien, le lycée c'est le gymnasium. Et les Allemands aussi appellent toujours le enseignement. Tout à fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Alors c'est un nom qui sonne bien à l'oreille des Strasbourgeois, tout le monde a entendu parler de Jean Sturm. Dans quelle époque ça s'inscrit? Quel genre de personnage c'était? C'était une personne très curieuse. Il est né en 1507 dans cette région qui, je crois, maintenant est la Westphalie du Nord, Palatinat. Et il est allé étudier à Louvain, il est allé étudier à Liège. C'est là qu'il a connu l'imprimerie, qui a été créée quelques dizaines d'années auparavant par Gutenberg. Il est ensuite allé à Paris, où il a enseigné dans cet établissement que François Ier venait de créer, qui s'appelait le Collège des lecteurs royaux et qui est devenu le Collège de France. Il a enseigné la dialectique et la rhétorique, et il s'est lié au milieu de la Réforme, ce qui n'a pas plu au pouvoir. Et il a dû quitter Paris en 1537, un petit peu contraint et forcé. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement l'histoire d'un établissement, il a posé les jalons d'un nouvel enseignement. Tout à fait. À Strasbourg, il y avait à l'époque, c'est-à-dire dans les années 1520-1530, 3 écoles qu'on appelait les écoles latines, qui donnaient un enseignement, on va dire, complet, mais traditionnel. Déjà, c'était en latin à l'époque. Oui, tout à fait. C'est resté d'ailleurs un petit peu. Tout à fait. C'était traditionnel. N'entrait pas en ligne de compte l'humanisme rhénan, n'entrait pas en ligne de compte la réforme, bien sûr, que la ville de Strasbourg avait adoptée au milieu des années 20, et la Renaissance italienne. Qu'est-ce qu'on va enseigner dans ces établissements? Qu'est-ce que lui va mettre en place? Quelle discipline on va enseigner? Alors, quand il est arrivé, quand on lui a demandé de créer le gymnase, c'est la personnalité la plus importante de Strasbourg de l'époque, qui s'appelait Jacques Sturm, qui n'avait absolument rien à voir aucun lien, qui lui était alsacien. Et on lui a demandé de créer quelque chose de tout à fait nouveau. Et il a basé, on va dire, l'enseignement qui allait être proposé sur la piété avec l'éloquence et le savoir. Et pour Jean Sturm,
C'était plus ce qui était, pas la quantité, mais la qualité de ce qui était enseigné. Il y a plein d'histoires de cet établissement d'enseignement. Il y a plein d'anecdotes. Il y en a une que j'ai adorée. En 1822, fin des châtiments corporels. C'était quoi les châtiments corporels pour les mauvais élèves jusqu'à cette époque-là? On sait? Non, mais j'imagine que ça devait être assez violent. Hein. Aujourd'hui, ça ferait scandale. Tout à fait. Jean Chaume sera démis de ses fonctions, lui qui dirigeait longtemps cet établissement. Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dirigé l'établissement pendant plusieurs dizaines d'années et il est arrivé qu'il y a eu des luttes de pouvoir et à un certain moment, on veut prendre la place qui est intéressante. C'est dit assez familièrement, mais c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Et il a été très affecté par ce qui lui est arrivé. Il n'a pas été suivi par les dirigeants de la ville de l'époque et il s'est retiré, je crois, à Nordheim et il est décédé quelques années après, au milieu des années 1580. Pour finir très rapidement, quand un établissement a 480 ans, même s'il y a évidemment eu plein d'épisodes, il y a quelque chose qui reste, qui transparaît encore aujourd'hui de cette histoire, de ce passé? Je crois, oui, c'est l'importance de ce qui est enseigné, c'est-à-dire la qualité de l'enseignement, la qualité des professeurs, une certaine rigueur qui permet de bien travailler. Et puis, comme tout se passe dans un lieu qui est chargé d'histoire, hein, c'est l'ancien couvent des Dominicains que la ville avait récupéré en 1529, je crois. Je crois qu'il y a des conditions de travail qui sont intéressantes. La rigueur de l'enseignement, ça plairait beaucoup à votre voisin de gauche, Stéphane Eberlin, qui est un apôtre du jeu carré au basket et de la défense. On va parler sport dans un instant. Ça s'appelle La belle jeunesse du gymnase Jean Sturm. Merci beaucoup, Louis Nord, d'être venu nous présenter cet ouvrage et de m'avoir fait voyager un petit peu dans l'histoire strasbourgeoise, des lieux qu'on pense connaître et dont on apprend plein de choses. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. On va parler sport dans un instant. Merci beaucoup, Anna, également. Et tout ça après cette petite page de pub. À tout de suite. Salut à toutes et à tous, on parle basket ce soir, on est ravis d'accueillir Stéphane Eberlin, bonsoir. Bonsoir. L'invincible entraîneur, ou plutôt l'entraîneur de l'invincible basket club de Souffelweyersheim, un début de saison à peine croyable, 12 matchs, 12 victoires, 14 même si on rajoute la coupe, une série dont on va parler dans quelques instants, on parlera de plein de choses, on parlera de Sébastien Loeb, du Racing, de la SIG qui s'est incliné contre Nanterre, de Pierre Hugerbert, de tennis et puis de hockey sur glace, tout ça est à suivre dans cette grosse page sport du lundi soir. On commence d'ailleurs à aller avec du tennis et ça s'est mal passé malheureusement pour le Strasbourgeois. Pierre Hugerbert, regardez ces images, ça se passait à Lille, la finale de la Coupe Davis contre la Croatie. Lui en tout cas aura fait sa part du job, victoire en double samedi après-midi avec son compère de toujours ou presque Nicolas Mahut. Victoire en 4-7 contre la paire croate. Les Français étaient menés 2-0 avant ce match. Ils avaient déjà la pression du résultat. Ils n'ont pas tremblé. Une belle victoire, comme dit, en 4-7 qui sera insuffisante. La France revenait à 2-1 à ce moment-là. Mais le Strasbourgeois n'a pas pu rééditer le gros plaisir et l'exploit de 2017 avec cette victoire en Coupe Davis. Coupe Davis, la dernière sous cette forme. Vous avez suivi ça à l'hôtel, vous m'avez dit, Stéphane. Tout à déception. Fait. Non, j'ai suivi le double samedi après-midi à l'hôtel, hein, un très beau match. Puis hier, j'aurai les 2 premiers sets de Lucas Pouille. Voilà, c'est pas passé pour la France qui donc abandonne sa Coupe Davis, la dernière du nom, aux Croates. Et puis du côté de Strasbourg, parce que Pierre Hugerbert, l'Alsacien de l'étape, lui est toujours licencié au tennis club de Strasbourg. C'était la dernière journée des interclubs. On reste dans le tennis. Regardez, direction les cours sur moquette du Wacken, avec la relève peut-être d'Anadet, 19 ans seulement, autour de la 600e place mondiale. Un des grands espoirs du tennis alsacien. Les interclubs, c'est 6 matchs dans l'après-midi. Strasbourg était promu dans cette D1 qu'ils avaient fréquenté ces dernières années. Il fallait absolument s'imposer ce week-end contre Aubonne pour sauver sa place pour la dernière journée. C'est ce que les Strasbourgeois ont fait, même si ça a été difficile pour Dan Haddad avant. Pour Albano Olivetti, le gros serveur, les 2 mètres du bûcheron agnovien, qui s'est longtemps reposé sur son service. Il s'incline dans la première manche, mais va remporter les 2 sets suivants. Les Alsaciens vont du coup faire un sans faute dans les 6 matchs de cet après-midi. 6 matchs, 6 victoires. Une victoire donc 6-0 et le TC Strasbourg, le tennis club de Strasbourg, sauve sa place parmi l'élite du tennis français. On retrouvera les Alsaciens donc en première division la saison prochaine, certainement avec Albano Olivetti, certainement toujours avec Dan Haddad.
Et puis peut-être que du coup, un des seuls avantages de la réforme de la Coupe Davis fera que peut-être Pierre Hugerbert du coup pourra à nouveau défendre les couleurs alsaciennes. On va sauter directement à la case football avec le Racing qui jouait, lui, ce samedi soir, direction la Méno. C'était contre Nîmes. Les Strasbourgeois qui étaient sur une belle série de 6 matchs sans défaite qui ont souffert contre les Nîmois. Soirée un petit peu sans pour les Alsaciens. Vous avez peut-être reconnu Denis Bouanga, l'ancien attaquant du Racing du temps du National. Ce sont les Nîmois qui se créent des occasions. La plus belle de la première période, elle est là pour Jonas Martin, mais qui bute sur le portier nîmois Bernard Denis. Les Nîmois qui continuent de se créer des occasions. 0-0 malgré tout à la pause, mais les Strasbourgeois punis de cette grosse erreur défensive en deuxième mi-temps. Le l'IBI qui se retrouve tout seul au deuxième poteau, qui ajuste Matt Seltz. 1-0 pour les Nîmois, qui s'impose donc à la Méno. Fin de série pour le Racing, qui est 9e au classement, qui devance un gros peloton d'équipe. C'est très dense en milieu de tableau, devant le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel. Fait presque aussi bien que vous, Stéphane. 14 matchs, 14 victoires. Vous avez le même bilan que l'entraîneur du PSG. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est pas les mêmes structures. moyens. Ah non, pas tout à fait. Ça fait quoi ? Ça fait rêver d'avoir un budget hors norme ou la question ne se pose pas ? Non, en basket, ça se pose pas parce que le budget du PSG foot, c'est hors norme pour le basket, c'est sûr. On va parler de basket dans un instant et de cette série. Juste un mot de hockey sur glace juste avant avec l'Étoile Noire. Ça va un petit peu mieux pour les Alsaciens, beaucoup mieux même, qui ont bouclé une très belle semaine. Qualification en Coupe de France à Cergy en milieu de semaine et vendredi, ils recevaient Angers à l'Iceberg, direction la patinoire strasbourgeoise. Match compliqué, Angers en blanc, c'est le 3e du classement, 1 minute 30 de jeu. Et les Angevins qui ouvrent la marque, ça commence mal, très mal pour les Strasbourgeois, mais cette équipe a de la ressource. 3 petites minutes plus tard, les Alsaciens, grâce à Loïc Chabert, qui reviennent dans le match. Ils gagnent son face-à-face avec le portier angevin, un partout. Il se blesse, mais rien de grave sur cette action. Et c'est bientôt Noël. La saison des cadeaux commence pour les Alsaciens qui perdent ce palais un petit peu bêtement. Et en 2 temps, Bouchard redonne l'avantage à Angers. Et deuxième cadeau, quelques minutes plus tard, cette mauvaise relance plein axe. Et Bouchard à nouveau pour la lucarne de Jedlowski. 3-1 pour Angers à la fin du premier tiers-temps. Réaction strasbourgeoise dès l'entame du deuxième. Le bon service pour Hugo Charlin, 19 ans seulement. Premier but pour lui chez les pros. L'Étoile Noire revient à 3-2 et à 3-3 sur ce but de Renard de Michal Doras, le capitaine, le tchèque de l'Étoile Noire. 3 partout. L'occasion de plier le match de la dernière minute. Julien Burger qui bute sur Hardy. Direction les prolongations. À 3 contre 3. Morsebit, le premier qui marque, a gagné. Personne ne marque malgré beaucoup d'occasions. Dans ce cas-là, direction séance de tir au but. 3 tirs pour chaque équipe en face à face avec le gardien. Les Strasbourgeois vont faire le job. Michal Doras à nouveau et Havlicek ici réussissent 2 des 3 essais strasbourgeois. Et en face, c'est le gardien Jedlowski qui va offrir sur ce dernier tir la victoire aux Alsaciens. Strasbourg se paye le 3e du championnat. Une belle victoire confirmée en plus hier du côté d'Anglet. 2 victoires dans le week-end. Strasbourg reste dernier du championnat pour l'instant, mais revient à 8 points de Nice, le dernier qualifié pour les playoffs. Une victoire et une défaite pour les Mulhousiens qui devancent, eux, l'Étoile Noire d'un petit point. Voilà pour cette page. Ok, on écoute du coup Julien Burger. Victoire, soir de victoire, et bah du coup victoire arrosée. Regardez. On avait besoin de victoires. Dans le jeu, c'était pas totalement dégueulasse. On jouait plutôt bien. Et puis voilà, il manquait juste d'aller chercher des points. Là, on en prend 2. Ouais, non, l'ambiance, elle a toujours été là. C'est ça qui fait que tout le monde a envie d'aller dans le même sens, quoi. Allez, l'ambiance est de retour et ça va plutôt bien du coup pour les Strasbourgeois qui ont passé eux un bon week-end. Il y en a un autre qui a passé un bon week-end, c'est notre invité Stéphane Eberlin, revenu d'un long déplacement avec une nouvelle victoire. 12 matchs, 12 victoires. Vous êtes évidemment leader de National 1, la 3e division française. On peut jouer au basket toute sa vie ou coacher toute sa vie sans faire des séries pareilles. Ça peut ne jamais arriver quand on fait du basket. Ouais, c'est sûr, c'est pas quelque chose de commun. Maintenant, il faut en profiter, voilà, savourer. Et surtout, rester vigilant parce qu'on sait que à la défaite, plus on gagne et plus elle se rapproche. Qu'est-ce qui fait que parfois des débuts de saison comme ça, tout marche bien, 12 matchs, 12 victoires, c'est quoi ? C'est le coach qui a réussi le recrutement, c'est l'osmose entre les joueurs qui a pris, comment on peut expliquer de telles séries de victoires ? Il y a, je pense, différents paramètres. C'est sûr que le recrutement est important. L'alchimie, voilà, dès le départ, on a eu les bonnes connexions. Bon, c'est vrai que les joueurs, certains nouveaux connaissaient déjà certains qui étaient là, donc ça facilite la chose. Le calendrier, et puis la dynamique début de saison. Voilà, on gagne le premier match à Boulogne sur un tir au buzzer d'Anthony et Labanca. Une grosse équipe et ça, parfois c'est des lance. Petites choses comme ça parfois il faut des petits déclencheurs comme ça pour initier des grandes séries. Oui, tout à fait. Et on a l'exemple l'année dernière de Gris qui est la même chose. Premier match de la saison, il gagne à Chartres aussi à dernière minute.
Et puis derrière, ils sont lancés. Et c'est vrai que ces dynamiques-là, une fois qu'on est dedans, la victoire appelle la victoire. Gris qui est en Pro B cette saison, alors ils vous ont mis la barre un peu haut, hein, ils sont à 30, ils ont fait 30 victoires et 4 défaites. Ça, vous savez où est le curseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revoit, vous aviez une ambition de play-off, là, ça veut dire que les ambitions, on est quand même quasiment à la mi-saison, elles sont forcément revues à la hausse. Revue à la hausse, on avait effectivement l'ambition des play-offs. Maintenant, l'objectif, c'est le top 5. Parce que le top 5 nous permet, sur la deuxième phase, de rencontrer les 5 autres premiers de l'autre poule. Et puis après, parmi ces 10-là, le premier montera directement en Pro B. Donc voilà, l'objectif maintenant, c'est le top 5. Mais on prend un match après l'autre, on ne se pose pas trop de questions pour l'instant. Vous avez connu la Pro B, hein. Soufel a fait 2 saisons de Pro B, trois saisons de Pro B, pardon, il y a quelques années. C'est quoi? C'est un objectif ou ça reste? On sait qu'économiquement, ça demande beaucoup de moyens. On sait que c'est compliqué. C'est le genre de saison, de dynamique qui peuvent. La Pro B, c'est sûr que c'est compliqué, effectivement, avec les moyens. Maintenant, on ne refuse rien. Voilà. Si à un moment sportivement on va chercher la montée, on ira avec les moyens qu'on aura à ce moment-là. Maintenant, voilà, on y est encore loin, hein. Le championnat est encore très très long. Quand on a ce genre de moyens dans cette division, c'était un vrai pari de ce recrutement aussi. Enfin, vous avez même si les joueurs, comme vous le disiez, se connaissaient, vous avez quand même changé beaucoup de joueurs. Il y a eu un retour aux fondamentaux aussi de Soufel de vos équipes qui sont avant tout une grosse défense. Oui, alors bon, il faut savoir qu'on a une baisse de budget assez importante, donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on se voit pas, hein. Oui, pour l'instant. La deuxième chose, c'est qu'on a cherché des joueurs qui venaient soit du niveau en dessous, on a quand même recruté 3 joueurs de N2, ou qui, comme Aldo Curti, avait disparu un peu de la circulation depuis 2 ans. On a fait revenir Jason Barr dans sa région natale. Donc voilà, maintenant, comme dit, l'alchimie a pris, c'est très bien, maintenant il faut cultiver. Vous restez avec nous, Stéphane Eberle, on continue d'en parler dans un instant. Juste un mot quand même il y a ce match de Coupe de France aussi, vous avez sorti quand même Gravelines, un club de Proie, effacé 2 divisions d'écart, un club de N1 qui sort un club. Alors vous êtes coutumier du fait, hein, il y a quelques années, les amateurs de basket alsaciens s'en souviennent, en N2 vous aviez tapé une Proie déjà. Oui. Mais c'est quoi? C'est juste un bonus ou ça participe vraiment de cette dynamique, de cette aventure? C'est un bonus. Maintenant, c'est vrai que nous, ce match-là, on l'avait préparé sérieusement. Notre bon début de match a fait que on y a cru de plus en plus et on a su créer l'exploit. Donc voilà, donc on l'a pris, hein, on était très content de prendre ce match-là. Et maintenant on verra au prochain tour contre Aix-Maurienne et que Pro B chez nous à domicile, qui là peut être un vrai match avec un objectif de victoire. Vous restez avec nous, Stéphane, on continue de parler basket dans un instant, on va faire une pause cross, ça c'est la discipline de saison. Marinzi s'est allé du côté du Valdec, à côté de Mulhouse, pour l'une des courses qu'il y avait lieu ce week-end, histoire de se replonger dans l'ambiance de cette discipline. Regardez. Pour certains, le cross est un mauvais souvenir de collège. Pour d'autres, les compétiteurs, le cross c'est la pratique hivernale qui complète la saison de route et de piste. Les distances sont courtes, environ 3 km pour les femmes et 4 pour les hommes, sur des chemins très variés. Par exemple ici ça glisse et tout, des feuilles. Et voilà, c'est pas du tout la même ambiance, on cherche pas un chrono, on cherche plus une place. Puisque c'est à chaque fois des distances souvent différentes. Et voilà, c'est très dur mentalement. Pour moi, le cross, c'est un peu l'école de la vie, je dirais. C'est un passage obligatoire, on travaille le foncier. Et puis c'est là qu'on voit un petit peu les vrais guerriers, quoi. Donc ça forge un mental, même pour la piste aussi. Au départ de la course, une ligne droite assez large. Ensuite, ça se resserre et ça devient même étroit à certains passages. La base du cross, c'est de partir très vite dès le départ. Et puis ensuite, comme c'est du cross court, sauf qu'il peut, on maintient l'allure tant qu'on peut et jusqu'à ce que ça ne va plus. Mais pas trop non plus, sinon après on est trop épuisé. Après, si on part pas assez vite, on est derrière des gens que normalement on devrait aller plus rapidement qu'eux. Du coup, pour les doubler, c'est compliqué dans les petits endroits. Le cross était au programme des JO d'été en 1912, 1920 et 1924. Depuis, on ne l'a plus revu. La Fédération internationale d'athlétisme tente de l'inscrire à nouveau dans le programme des Jeux olympiques. Si c'est validé, reste à savoir si l'on retrouvera le cross, discipline hivernale, aux JO d'été ou d'hiver.
Et la saison de cross commence, il y a une saison qui se termine, c'est celle de Sébastien Loeb en rallycross. Je vous emmène en Afrique du Sud, au soleil, regardez, ça fait presque rêver. La dernière manche, 12e et dernière manche du championnat du monde. Sébastien Loeb qui avait passé plutôt un bon week-end, sorti en tête des qualifs, 3e sur la grille de départ de la finale, mais qui va se faire un petit peu bousculer et enfermer dans les 2 premiers virages et se retrouver du coup à la dernière, 6e et dernière place sur ces images. Vous le voyez sur la Peugeot, lui qui va batailler du coup, profiter des abandons de Solberg et de Timmy Hansen. Bagarré derrière Ekström pour essayer d'attraper la 2e place. Il restera sur le podium, 3e en tout cas, Sébastien Loeb ce week-end derrière l'intouchable Suédois Kristoffersson. 11 victoires en 12 manches pour le Suédois, évidemment depuis longtemps champion du monde. Sébastien Loeb donc 3e sur le podium, 4e au final de ce championnat du monde. Il n'a pas réussi à dépasser le Norvégien Andreas Backrud. Et gros point d'interrogation du coup sur la suite de la carrière de Sébastien Loeb en rallycross avec une écurie privée, en voiture de tourisme sur circuit ou dans un championnat du monde des rallyes sur une saison complète ou tronquée. On devrait être fixé dans les prochaines semaines, très rapidement en tout cas. Il sera en tout cas au départ du Dakar en janvier sur une Peugeot privée. Et quelques mots de la SIG aussi avant de se quitter. C'était vendredi soir, direction le Rhenus. Vos voisins, vos grands frères Stéphane, qui ont buté sur Nanterre en vert évidemment, qui est venu s'imposer au Rhenus, les Strasbourgeois devant jusqu'à la mi-temps, mais qui ont fait un très vilain 3e quart-temps. Les Nantériens s'imposent finalement 85-75, sale semaine pour la SIG, qui avait déjà perdu sur son parquet contre Ostende en Coupe d'Europe mercredi dernier. Au classement de la Jeep Elite, les Strasbourgeois sont 4e, 7 victoires, 4 défaites pour les hommes de Vincent Collet, l'entraîneur strasbourgeois qui lui s'est envolé avec l'équipe de France pour les matchs de prépa. 15 jours de trêve en tout cas pour les basketteurs. Pause pour vous aussi Stéphane et Berlin, il y a un break pour les joueurs, ils ont mérité une petite coupure. Oui, ils ont eu 4 jours de vacances, on reprendra jeudi matin. Jeudi matin. C'était pas prévu les 4 jours, c'est parce qu'il y avait victoire ce week-end? Non, pas du tout, c'était prévu. On a enchaîné quand même 12 matchs de championnat et on a un mois de décembre très, très chargé. Donc, vous aurez eu 4 jours de toute façon. Voilà. On dit autrement, il n'y a pas eu de prime. Non. Il n'y a pas eu de prime au bon résultat. La suite, on peut rappeler les dates. En championnat en Coupe de France, la réception d'Aix, ce sera? Alors Aix, c'est le mardi 22 janvier. Et le championnat, on réattaque le 8 décembre contre Récy. Et puis après, le 15, on reçoit Boulogne. Le 22, on reçoit Saint-Vallier. Et au milieu, le mardi, on ira à Kaisberg. Donc, il y a un gros mois de décembre. Gros calendrier, gros mois de décembre. Kaisberg qui galère un petit peu. Hein. Le promu Aurinois qui s'est lui incliné ce week-end. Un coup d'œil sur la SIG. Vous avez le temps d'aller au Rhenus du coup ou pas du tout? On sait qu'on vous croisez parfois au bord du terrain d'entraînement du Rhenus. Pour l'instant, non. J'ai suivi beaucoup à la télé parce que vu que maintenant les matchs ils passent tous à la télé. Donc je les suis à la télé. Puis je suis content parce que Jacques est de retour à Linguet. Jacques Alinguet qui était à la SIG et qui a fait un crochet de quelques saisons par Souffle, qui s'était blessé, qui est de retour, qui a participé au match de samedi. Tout à fait. Impeccable. On va clôturer cette émission. Dernière question, Stéphane, vous êtes un fan absolu de sport, du coup, dans la région, on a le temps d'aller voir des matchs dans d'autres disciplines où le basket prend toute la place? Non, on essaye. Moi, dès que je peux, j'aime bien aller voir le Racing, parce que l'ambiance avec le stade toujours plein, c'est vraiment agréable. Et puis la SIG, j'irai les voir quelques fois cette saison, c'est sûr. Allez, rendez-vous est pris, puis on suivra évidemment la suite de cette folle série, 12 matchs, 12 victoires pour l'instant. Carton plein pour le basket club de Souffle-Weiersheim. Il y a une grosse saison de basket entre la SIG, Gris en Pro B, Souffle en N1 et avec KB qu'on n'oublie pas également. Voilà pour cette page sport de ce lundi soir. Merci beaucoup Stéphane. On se retrouve demain soir pour une nouvelle émission. On parlera des métiers d'art avec une drôle d'expo du côté de Colmar. On parlera de la nouvelle revue des scouts. Mais comme chaque lundi soir, on se quitte avec Nicolas Riffel, le meilleur des tables alsaciennes, à sa sauce à lui, toujours un petit peu particulière. C'est tout de suite. Bon Vincent, tu as un parcours aussi assez atypique. Parce que oui, c'est ça. Autodidacte dans la restauration. Absolument, ouais. J'étais étudiant et en fait j'ai commencé la restauration il y a une quinzaine d'années pour gagner de l'argent, tout simplement. Et de fil en aiguille, j'étais en STAPS, je voulais devenir prof de sport. Okay. Mais bon, la restauration, c'est du sport aussi, donc je m'y retrouve très bien. Ouais. Je suis parti avec un associé reprendre un bar de nuit. Et je voulais revenir un petit peu à ce que j'aime faire, la restauration. Okay. Et il y a 3 ans, j'ai donc repris l'Absinthe. Petit esprit de brasserie parisienne, petite carte réduite. Voilà. Il y a un vrai choix militant, surtout à l'Absinthe. C'est
On va parler de la partie salle après, mais en cuisine, c'est aussi le tout fait maison. Tout fait maison, La bien mise sûr. en place, le chef est seul. C'est ça, absolument. Il est seul, il a beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on préfère travailler avec une carte réduite. Ouais. Et donc en salle, on a l'absinthe, ça a un nom. Est-ce que l'absinthe. l'esprit est toujours là? Ah bah l'absinthe, oui, c'est de plus en plus remis au goût du jour. Elle a été réautorisée en France en 2011. Ça reste Alors, encore la vraie absinthe, c'est ça? la vraie absinthe. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de fausse ou vraie absinthe. Là, on avait le degré d'alcool qui était un peu... C'était en bas. fait ce qui s'appelle, dans la plante d'absinthe, il y a une molécule qui s'appelle la thuyone, qui elle est psychotrope. Ok. Qui était effectivement maintenant limitée en Europe à 35 mg par litre d'alcool. Mais cette molécule a été réduite. Bon, même à l'époque, il faut en boire beaucoup pour vraiment voir l'effet vert. Hein. À l'époque, ils en buvaient beaucoup. Ils en buvaient beaucoup et ils fumaient quelques produits comme l'opium qui rajoutaient les visions de fées vertes un peu partout. Et donc là, tu as un dessert à l'absinthe. Jérémy prépare une crème brûlée entièrement maison, classique avec la cassonade, on fait une petite croûte par-dessus. Moi, je viens avec une petite absinthe, une absinthe verte à 70 degrés. Ça brûle très bien, ça fait une belle flamme. Alors, on va faire du rable de lapin. D'accord. Farci aux trompettes de la mort avec une farce trompette de la mort noisette. Donc ensuite, on va faire des gnocchis de potimarron avec moitié potimarron, moitié pommes de terre pour la texture. Que légumes cuits à l'anglaise. On y va? C'est parti. Allez, on t'écoute. On va commencer par la farce. On va clarifier les œufs. Donc on va garder le jaune pour les gnocchis, les blancs pour la farce. Donc on met les parures du rable, aux noisettes, aux trompettes. Ça va faire un peu de bruit. Assaisonnement, piment d'Espelette léger. Donc on va farcir le rable. On passe le rable, on met sur son drap, on prend la farce, bien le fermer, regardez la forme. Donc là, étape cruciale, il faut bien le serrer, petit bonbon. Donc on le met au four vapeur pendant 15 à 20 minutes. Du coup là, on va éplucher les pommes de terre pour faire les gnocchis. Le potimarron, et du coup on le coupe en deux. Donc on le vide, on coupe les pommes de terre de la même taille que le potimarron. Donc cuisson des parts froides avec une poignée de gros sel. On va prendre le beau chou-fleur. Donc là, tu vas chercher c'est décoration principalement? Voilà, apporter de la couleur pour le plat. J'aime bien mettre des légumes dans mes assiettes. Les gens mangent pas assez de légumes, du coup on leur... Mais les frites, c'est des légumes, non? J'en fais féculent. À mi-cuisson des pommes de terre, on rajoute le potimarron. Et là, on le laisse cuire encore une dizaine de minutes. Donc Nico, du coup là, on a la purée refroidie. C'est très important pour la travailler. Donc on a pris les légumes, on les a pressés. Et là, on la refroidit pour mieux les travailler. Du coup, on rajoute les jaunes qu'on avait gardés. On la travaille doucement. On rajoute un petit peu d'huile. Et on va rajouter la farine petit à petit, histoire de voir la bonne consistance où il faut arrêter. On va cuire les légumes à l'anglaise. On va les garder bien croquants. Du coup, on peut faire les gnocchis comme de la pâte à modeler. Tu vas retourner en enfance, tu verras. Je te laisse faire le deuxième rouleau, si ça te va. Bien sûr. Là, pour vous aider. Donc là, Nico, les gnocchis, on les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface avec une ébullition. On sait que c'est ensuite, je les laisse encore une minute pour être sûr. Ça, c'est le bruit qu'il faut. Et surtout, ne soyez pas sages.